Bonsoir, quel que soit le problème qui vous préoccupe, comme chaque soir sur Europe 1, la ligne est ouverte au 39 21, où vous attendent Quentin et Clémence, ainsi que Philippe Chartier, sans qui, eh bien, nous ne pourrions pas nous entendre. Et bien sûr, nous attendons vos messages par courriel sur le site dublanche.europe1.fr ou par SMS au 7 21 21, code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et des courriels justement qui sont arrivés peut-être dans la nuit pour Emmanuel. C'était cette jeune femme de 29 ans qui avait appelé hier ses deux parents souffrant d'alcoolisme. Sandrine nous écrit pour dire un message d'encouragement à Emmanuel. Pour Emmanuel, j'ai 35 ans. Mon père, qui est décédé depuis 10 ans, a été alcoolique durant toute mon enfance et mon adolescence. L'année dernière, suite à une rupture très difficile et une profonde dépression qui a entraîné un arrêt de travail, j'ai été obligée de suivre une thérapie qui a mis en évidence mes difficultés relationnelles et surtout amoureuses liées à un sentiment d'abandon et un manque de sécurité affectif. Je suis aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 3 ans, en brousse, dans une commune de la côte Est, perdue au milieu de rien. Et je tiens à rendre hommage aux personnes merveilleuses, psychiatres, psychologues, une cellule d'écoute et de soins mise en place par la province Nord, amis et collègues qui m'ont aidé et soutenu dans ces moments très difficiles. Sans famille, car expatriée, je suis seule ici en Nouvelle-Calédonie, mais c'est l'endroit idéal pour moi car je peux prendre le temps de réfléchir sur ma vie, me connaître enfin, accepter mes limites, mes maux liés à mon enfance, en profitant de la douceur de vivre calédonienne. J'ai donc la chance de me réconcilier avec mon père d'une certaine manière, même si je ne pardonne pas tout le mal qu'il nous a fait. Et Sandrine nous dit du bout du monde, je vous écoute le matin. Bernadette aussi dit: j'ai été très touchée par le témoignage d'Emmanuel. Vous ne vous imaginez pas à quel point cela a résonné en moi. Il lui faut vraiment prendre du recul et se respecter car la personne la plus importante c'est elle. Bernadette qui dit: j'attends votre émission avec impatience le soir. Et un message également de Marc. Marc qui lui nous écrit, Jean-Marc de Valenciennes, qui dit: il n'est pas toujours évident d'oser prendre son téléphone pour appeler et partager ses envies, ses coups de gueule, ses soucis, mais écouter aussi est apaisant, prendre plaisir à écouter les autres. On s'aperçoit ainsi qu'on apaise ses propres mots. C'est important aujourd'hui de ne pas tout ramener à soi, de savoir partager, c'est essentiel. Alors encore bravo et merci à tous ces gens qui, l'espace d'un instant, témoignent de leur vie, nous dit Jean-Marc. Et on accueille... Non, on marque une pause, me dit Fifi. Et on marque une pause et on se retrouve dans quelques minutes. Bonsoir Romuald. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'appelez parce que vous avez un peu de mal à vous situer dans votre famille, enfin dans votre fratrie plus exactement. C'est ça. Alors il faut dire que parlez-nous un peu de votre situation. On est 3 vrais jumeaux si vous voulez. Voilà. Plus un autre frère est né où il y a quelques années d'écart avec lui quoi. Vous êtes 4 garçons. Absolument, oui. D'accord. Absolument. Et c'est vrai que c'est pas simple de se situer parce que déjà quand on est jumeaux, vous voyez bien un petit peu comment ça peut se passer. Et quand on est ce qu'on appelle des triplés, j'aime pas tellement ce mot-là. Oui, je remarque que vous ne parlez pas de triplés. Vous dites on est 3 vrais jumeaux, vous dites. Enfin, oui, d'ailleurs, si vous prenez un carnet de santé, vous allez remarqué premier jumeau, deuxième jumeau et troisième jumeau et pas triplé comme ça. Ah, on dit ça dans un carnet de santé? Non, j'ai pas eu l'occasion. Il évoque le terme de jumeau, il ne parle pas de triplé. Oui, vous n'aimez pas, vous, ce terme? Pourquoi? Non, c'est un peu caricatural. Si vous voulez, vous êtes connu comme les triplés dans une petite commune où on habitait de 2000 et quelques habitants. On vous appelle pas des enfants un tel, on vous appelle les triplés. Donc, ça fait un peu péjoratif quand même si ça ne l'est pas forcément. Donc ça, j'aime pas tellement, ouais.
Et puis il y a aussi le phénomène de foire un petit peu qui ressort un petit peu là-dessus aussi. Il y a un côté un peu sensationnel. Oui, forcément. Alors les gens s'imaginent que vous avez les mêmes goûts. Systématiquement, ils cherchent la moindre différence, le moindre détail physique, des choses comme ça. Donc c'est vrai que déjà c'est pas très agréable. Alors ça dépend comment on l'appréhende. Moi je trouve que c'est pas très agréable d'arriver en vacances et puis vous êtes tout de suite catalogué les 3 triplés, comme si des triplés c'était 42, mais bon. Ah oui, forcément, des triplés c'est 3. Donc, oui, non, mais c'est vrai, oui, on fait tous cette erreur-là souvent. Bien sûr. Oui, c'est comme on dit les 2 jumeaux, oui. Voilà, oui. Mmh. Alors maintenant, je me dis, est-ce que je peux en vouloir aux gens parce que est-ce que j'aurais pas aussi une certaine forme de curiosité, plus ou moins maladroite, s'il y avait dans mon entourage des jumeaux comme ça que j'étais pas concerné? Bon, certainement que si. Hein. Maintenant, moi, ce qui m'amène, c'est le problème de situation, parce que quand on est triplé, donc il y a ce phénomène-là, et puis il y a aussi le positionnement familial qui fait que même si les parents s'efforcent de ne pas afficher de préférence, et je pense pas qu'ils en aient eu, il y a l'évolution de chacun, hein, et puis surtout à partir de l'adolescence, où là, les gens commencent à pas seulement voir des différences physiques, mais des différences de capacité. D'aptitude aux études, d'aptitude d'ouverture, d'aptitude de socialisation. Et moi, mon problème a été suivant, c'est que je suis arrivé au collège en 6e avec une année de retard sur mes 2 frères, parce que j'ai accepté, on m'avait demandé à l'époque si je voulais bien faire de redoubler une classe en primaire. Et donc, du coup, quand je suis arrivé en 6e avec une année de retard, eh bien, pour les gens, j'étais pas un qui avait redoublé une classe, j'étais en retard. Vous voyez, j'étais celui qui était moins intelligent, moins éveillé, moins tout ça, quoi. Donc ça, c'est quelque chose... Pour les gens, ou y compris au sein de votre famille, un peu plus de la famille élargie, pas de la famille directement, non, je ne pense pas. Ça a été mieux compris par vos parents Oui, parce qu'ils savaient pourquoi, ils étaient concernés directement, quoi, dans l'éducation. Mais c'est vrai que pour la famille élargie, les oncles et tantes et consorts, oui, c'était... voilà, ils imaginaient tout de suite, ah bah oui, il y aura plus de mal. Alors il y a eu cette cassure, et puis ça s'est rajouté à ça une idée reçue selon laquelle il ne pouvait pas y avoir 3 vrais jumeaux, mais qu'il y avait forcément 2 vrais et un faux jumeau. Donc comme je suis arrivé après, pour les gens, ça y est, j'étais le faux jumeau. Ah, c'était vous le vilain petit canard. Voilà, le petit mouton noir, comme je dis moi. Ouais. C'est ça, donc ça c'est quelque chose que j'ai quand même très très mal vécu, et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que ça reste encore assez marqué, quoi. De quelle façon aujourd'hui Vous avez quel âge aujourd'hui, Romuald? 34 ans. D'accord. Et aujourd'hui, pardon? Mais on m'en donne 28, donc ça va encore. Vous faites jeune. Physiquement, oui. Oui, vous êtes jeune de toute façon, mais vous faites encore. Vous avez un côté très juvénile. Oui. Et ça se manifeste comment? C'est-à-dire, ça persiste au sein de la famille, ou qu'est-ce qui? Oui, pas mal quand même. Au départ, c'était pas le cas, et maintenant, oui, avec l'évolution des choses, notamment au niveau du travail, oui. Si vous voulez, il y a la situation professionnelle de chacun. Oui. La mienne a été souvent plus instable et plus précaire en termes de valorisation aux yeux de monsieur tout le monde, quoi. Si vous voulez, j'ai fait du travail parfois intérimaire, des fois juste poste de vendeur, puisque je suis vendeur à la base, je travaille dans le commerce. Oui. Et puis, j'ai un autre frère qui, lui, a un poste beaucoup plus stable dans la banque assurance, et puis un qui est professeur de langue. D'accord. Donc, c'est vrai que de la génération de parents, professeur, c'était déjà le poste, c'est un peu comme médecin ou avocat pour l'époque, quoi. Oui. C'est noble, on va dire. Oui. Et puis il y a une question comme vous dites, il y a une forme de reconnaissance, puis il y a une sécurité de l'emploi. Alors que vous dites, c'est ça, c'est plus jusque-là, vous étiez plus dans des postes intérimaires. Voilà, une certaine forme d'instabilité, voire de précarité par moment. Donc. Oui, mais en même temps, vous êtes jeune, donc ça pouvait être. Oui, c'était pas effrayant en soi, moi je trouvais pas non plus. Oui, d'après ce que vous dites, vous, c'est pas ce qui vous préoccupait, mais on pouvait vous coller cette étiquette-là. Voilà, parce que c'est parti de l'enfance où j'ai ce redoublement en 6e, avant. Oui, mais enfin, bon. Et puis ensuite, il semblerait, on m'a dit aussi que j'ai marché un peu plus tard, que j'ai parlé convenablement un peu plus tard. Donc il y a eu cette différence qui était marquée, et puis cette idée qu'il y avait des gens qui avaient un faux jumeau, et comme je suis arrivé en retard, pour les gens, j'étais moins intelligent qu'eux. Vous allez avoir une réunion de famille, si on parle culture, c'est pas à moi qu'on va s'adresser, vous voyez. Oui. Et avec vos frères, comment ça se passe? Parce que 3 est un chiffre compliqué aussi, hein?
Oui, forcément. Ouais, Et oui, parce que vous dites il y avait justement comme si il y avait cette idée reçue qu'il ne peut pas y avoir de vrais jumeaux, 3 vrais jumeaux. Donc il y en avait que 2 vrais, il y en avait un qui était faux. Et donc c'était vous le faux. Hein, vous êtes à un moment détaché un peu du lot, ce qui est intéressant d'ailleurs, cela dit aussi. Ah oui, finalement, c'est une façon d'exister en soi. Bah oui, de se différencier aussi. Ce qui me gêne plus, c'est que cette étiquette que j'ai l'impression, si vous voulez, pour un petit peu schématiser, qu'on a un peu décidé pour moi, que j'étais la dernière roue du carrosse. Oui, alors je comprends, c'est ça. C'est-à-dire que c'est compliqué c'est valable aussi pour les jumeaux. C'est-à-dire à un moment de pas être toujours associé à un autre et d'être encore, on peut retrouver ça lorsque les enfants se suivent. C'est vraiment beaucoup plus marqué dans les cas de gémellité. On peut le retrouver un peu aussi lorsque les enfants se suivent de très très près, ou dans les très grandes fratries, d'arriver à exister, sortir un peu de la masse. Voilà, c'est ça, avoir ma propre identité. Voilà, il y a c'est ça. C'est-à-dire que sinon c'est une espèce de magma, et je comprends quand vous dites au fond même le mot triplé ne vous plaît pas. C'est-à-dire tiens, voilà les triplés. Voilà. Donc au fond, il y a une masse compacte là, et puis il n'y a pas de personnes distinctes, d'enfants différenciés. Puis après, exactement ça. Pour les gens, c'est un tout. Quoi. Voilà, c'est un tout. Bon, et qu'est-ce qu'on y met? Donc arriver à, alors vous avez été à un moment distingué, mais alors distingué, on va dire en négatif. Voilà, c'est malgré moi, c'est pas moi qui ai décidé. Bien sûr, je comprends bien. Mais on peut après aussi, du coup, c'est ce qui est compliqué quand on est enfant, c'est-à-dire que il y a une étiquette qui est mise, mais on peut coller à cette image que l'on attribue. L'enfant peut s'identifier à cette image parce qu'il a tellement envie d'être aimé, même si cette image elle est négative, finalement il existe aussi comme ça. Oui, c'est ça, mais moi j'ai l'impression que j'existe à travers, que je renvoie aux gens cette image-là, vous voyez. Quoi que je fasse comme travail, comme activité extra-professionnelle, on va dire, il est bien gentil, mais il n'a pas confiance en lui. C'est la première chose qu'on remarque, que les gens disent. Même à l'extérieur aujourd'hui. Ah oui, complètement. Oui. On dit qu'il n'a pas confiance en lui, il a besoin de s'affirmer, il a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. J'entends très 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 souvent ça. Et même des gens qui me connaissent depuis 2 jours. Oui. Très vite, ça apparemment ça transparaît très vite. Oui. Et moi je suis un peu surpris, je me dis ah bon, ça se voit. Ben oui, bon. Oui, j'ai pas le sentiment et pourtant on me dit ben si. Oui, vous ne le ressentez pas comme ça. Plus depuis un certain temps quand même, depuis 2-3 ans, si. Pourquoi depuis 3 ans, j'en sais rien, mais un petit peu plus. Alors maintenant, je me suis dit, si tant est que j'ai une différence, et pourquoi pas. Et à un moment, je me suis dit à dire, oui, j'ai mes différences. Forcément. Voilà, j'ai des goûts différents, j'ai des envies différentes, j'ai des aspirations et un mode de vie différent peut-être. Oui. Voilà, et c'est moi, et c'est comme ça, et je m'aime comme ça, voilà. Donc à un moment, j'ai marqué ma différence comme ça. Et puis, de manière récurrente, par période, il y a ce besoin d'identité qui ressort. J'ai envie de dire, moi aussi, je suis là, et moi aussi, parmi les 3, j'ai fait ci, je fais ça, et je suis là, et j'existe. Oui, c'est-à-dire différent, mais différent. Il faut pas dire que, il faudrait pas que cette différence, elle soit, c'est toujours imprimé en négatif. Voilà, et le problème, c'est que c'est imprimé dans mon esprit en négatif. J'ai l'impression d'avoir été construit avec cette différence négative et qu'elle est là, qu'elle me suit. Vous voyez ? Oui, parce que vos 2 frères sont aussi certainement différents l'un de l'autre. Bien sûr. Vous m'avez pas répondu d'ailleurs sur mais c'est pas grave, sur la relation que vous aviez avec vos frères. Elle n'était pas mauvaise, il n'y avait pas de mots, évidemment, il y avait des petites chamailleries de frères avec la promiscuité, d'une chambre d'enfant et puis tout ça. Mais il n'y avait pas de différence marquée. Dernièrement, j'ai tendance à être plus proche d'un de mes 2 frères qui est professeur de langue notamment. Oui. Alors est-ce que c'est par les goûts qu'on s'est rapproché parce qu'il est il aime bien ce qui est culture, ce qui est découverte des talents, etc., choses comme ça. Il est plus ouvert à ça, on va dire. Ça c'est dernièrement, donc c'est plutôt aujourd'hui que vous êtes adulte. Oui. Que vous découvrez des affinités communes. Oui.
Enfin, que vous aviez... J'ai l'impression que c'est lui qui m'a le plus compris, si vous voulez, dans ce problème-là. Mmh. Il a tout le temps cherché, depuis un certain temps, surtout depuis 2 ans à peu près, il a sans arrêt essayé de me valoriser, de m'aider, de me faire avancer. Il est parvenu d'une certaine façon d'ailleurs. Ah oui. Donc c'est vrai que quand il vient, il est pas, on est assez éloigné géographiquement, hein. Mais lorsqu'il vient par chez nous, c'est vrai que je suis très content de le voir. Je suis très content de voir l'autre aussi, que j'aime beaucoup. Alors est-ce que c'est vrai que je le vois moins, je ne sais pas, mais j'ai hâte qu'il arrive, ça me rassure, vous voyez. Oui. Parce que je sais qu'on se comprend, qu'on a un échange, un certain pied d'égalité en quelque sorte. Oui, oui. Que je ressens pas cette égalité avec mon autre frère. Oui. D'ailleurs, eux-mêmes, il y en a un, vous dites, bon, alors après, qui est professeur de langue, qui, vous dites, est assez ouvert, enfin, tourné aussi vers les autres. Bon, un de vos frères est plus dans la banque, dans la finance. Oui, je dirais qu'il a une façon plus, comment dirais-je, un peu plus à l'ancienne, plus conservatrice d'être. Plus proche de mes parents vis-à-vis de ça, que j'estime... qui sont assez conservateurs un petit peu dans l'esprit. Et je le sens un peu plus proche de ça. De choses un peu plus conventionnelles, quoi. Mon autre frère, je trouve qu'il est plus osé dans ce qu'il va aller chercher, vous voyez. Un peu plus original, finalement. Voilà, c'est ça. Voire fantasque parfois, donc j'aime bien ce côté-là, ouais. Oui, oui. Mais et vos parents, quand vous étiez enfant, est-ce que ils valorisaient chez vous certains de vos aptitudes à vous, parce que là on a parlé vous avez d'emblée parlé de l'école, donc mais il y a plein justement d'autres aptitudes aussi que les aptitudes scolaires. Alors je sais pas. Peut-être que c'était très important pour vos parents aussi, cela dit. La scolarité. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que bon, on est d'une famille tout à fait qui vit tout à fait convenablement, hein, sans être ni pauvre ni riche, hein, donc dans la moyenne, j'ai envie de dire. Mais bon, on se rendait compte du sacrifice que faisaient nos parents pour nous payer les études dans des établissements privés notamment, quoi. Hein. Et puis sur la qualité des soins, etc., de la nourriture. Oui, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, j'ai pas eu l'impression, à partir du moment où j'ai eu le sentiment que lorsque j'avais redoublé une classe de primaire et que je suis arrivé après, eh bien, on a voulu penser que j'étais un peu plus à surveiller, entre guillemets, vous voyez, un peu plus fragile. On m'a déjà dit ça, d'ailleurs. Hein. Bon. Donc c'est vrai que je pense qu'on s'est un peu enfermé là-dedans. Oui, et pourquoi finalement ça ? Parce que pourquoi cette notion ? Parce que c'est pas le fait d'avoir redoublé une classe, ça peut arriver ça. Oui, mais je pense que si vous voulez, il y a eu cette cassure entre la primaire et la sixième qu'on appelait la grande section. Voilà, donc il y a aussi des professeurs de primaire, j'ai une mémoire d'éléphant pour ça, hein, je pourrais vous dire. Sinon, je crois que je m'en souviens par cœur, qui disaient que j'aurais peut-être qui avait estimé à l'époque que j'aurais plus de difficultés que mes 2 frères. Donc, vous voyez, ils comparaient déjà mes frères. Oui, c'est terrible. Ils comparaient. Quand je suis arrivé au collège, une professeure de dessin m'a dit, dis donc, ça, tu l'as fait un peu moins bien que ton frère l'année dernière. Et je me souviens m'être mis en colère, il avait répondu très en colère, mais c'est pas lui, c'est lui, moi c'est moi, et voilà. Je ne sais plus comment je lui ai dit exactement, je me souviens que je m'étais mis en colère, oui. Oui, mais en même temps, ça témoigne quand même d'une sacrée personnalité de pouvoir répondre comme ça. Parce que vous auriez pu être écrasé par ce qu'elle vous disait. J'ai été blessé, mais pas écrasé, j'avais envie d'y répondre. Oui, blessé, c'est compréhensible, parce que comparer, c'est idiot. Enfin, c'est idiot et en même temps, c'est tellement. C'est un réflexe aussi. C'est un réflexe, bien sûr. Je pense que c'est un réflexe. Et j'ai envie de dire, est-ce que je peux vraiment y en vouloir d'avoir eu ce réflexe ? Non, mais c'est pour ça, on a tous tendance à faire ça. Et même, je vous dis, même des enfants qui parfois ont des âges comme ça qui se suivent de très près, ou même quand ils se suivent pas, on dit lui, il a marché à tel âge, lui, il marche un peu plus tard. Oui, oui, mais ce qu'on voit pas, c'est que peut-être qu'il parle plus tôt. Ou vous voyez, chaque enfant se développe à son rythme, ou il y en a un qui va être plus méticuleux, mais l'autre va être plus fantasque, enfin. Et puis après, quand vous dites, au fond, je crois qu'ils nous aimaient tous pareil, mais on peut aimer ces enfants de la même façon, enfin, les aimer tous, mais on a le droit aussi de se sentir plus d'affinité avec certains.
Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Vous voyez, parce que après, ça dépend aussi de la personnalité de l'enfant. Oui, et c'est sûr. justement parce que dire qu'on les aime tous pareil, c'est aussi un peu, ça voudrait dire que comme si les enfants se ressemblaient tous. Oui, Les parents ont tellement peur de faire des différences avec leurs enfants que dire mais non, moi je les aime tous pareil. Mais dans les faits, les enfants ne sont pas pareils. On peut Donc pas aimer les gens tous pareils, oui. et heureusement, donc on peut avoir plus d'affinité avec certains aussi. Je pense que ce qu'ils aiment, c'est notre différence aussi un petit peu, quoi. Oui. Hein. Mais aussi, bon, combien même ils auraient pu, voulu en tout cas nous élever strictement de la même façon et avoir le même amour pour chacun, ils peuvent pas contrôler non plus l'influence que ça a à l'extérieur. Quand un professeur c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué puisqu'on le voit bien. Beaucoup de gens déjà souffrent de quand le frère ou la sœur est passé avant dans l'école, dans les classes, ont eu les mêmes enseignants, de s'entendre dire ah ben dis donc ton frère ou ta sœur avait de meilleures notes, était plus sage, plus sérieux, ou au contraire j'espère que tu seras pas comme ton frère ou ta sœur. Bon, donc c'est malheureusement inévitable. D'autant plus qu'on était dans le même établissement au départ, les 2 premières années, donc c'est vrai que ça a été dur parce que quand je suis arrivé, j'avais sans exagérer mais des dizaines d'élèves autour de moi, des dizaines le premier jour. Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir des témoignages peut-être de 39-21, je rappelle le standard. Oui, d'appeler, oui, j'ai trouvé que ça pouvait avoir un intérêt, oui. D'avoir des témoignages de personnes qui ont un frère ou qui sont jumeaux ou pardonnez-moi, triplés, bouchez vos oreilles, mais qui ont vécu comme ça cette difficulté où souvent il y a des relations, il y a des jeux de pouvoir aussi, hein. Il y a souvent des complexes comme ça, un peu d'infériorité. C'est complètement ça, moi. Il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, oui, c'est ça. souvent. Donc du coup, moi, j'ai un moment, je me souviens des fois avoir eu ces attitudes où à table, j'avais envie de dire un soir, mais je peux parler un petit peu, là on m'écoute, je suis là, je fais pas tapisserie, j'ai utilisé ces mots-là des fois un peu violents, quoi, pour dire mais je suis là, quoi. Et je me suis déjà vu répondre, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Bon, vous me faire comprendre que j'avais rien de spécialement passionnant à raconter. Bon, c'est vrai que c'est un peu vexant, quoi. C'est un peu dur, quoi. Oui, c'est quelque chose qui forcément laisse des traces. C'est-à-dire que quand vous dites qu'aujourd'hui, même des gens qui ne vous connaissent pas repèrent très vite que vous manquez de confiance en vous. Alors en même temps, ce qui est assez étonnant, enfin un peu c'est que vous avez choisi la vente. Et on sent que vous avez une élocution très facile, Romuald. Merci, oui. Je veux dire, vous... On me l'a déjà dit, je me souviens d'ailleurs que je m'étais découvert cette passion, et c'est ça qui m'a aidé d'ailleurs beaucoup, c'est que je me suis mis à lire un petit peu, je lisais pas du tout quand j'étais petit ou très peu, je lisais ce qu'on m'obligeait à lire, et je me suis mis à lire un petit peu après, les journaux, tout simplement, et j'ai fait une scolarité jusqu'au collège un petit peu difficile, chaotique, je m'intéressais pas, je savais pas où je voulais aller vraiment, j'avais pas vraiment de centre d'intérêt. Et puis à partir du lycée où je me suis mis à lire, je suis passé de cancre, parce que c'était quasiment ça, j'ai été dans les 5 derniers de ma scolarité à chaque fois, je suis passé tout devant, quoi. Je suis passé tout devant et je me souviens avoir eu certains de mes travaux en expression écrite qui étaient repris, sans que je le sache d'ailleurs vraiment toujours, par des professeurs de BEP dans lequel j'étais, oui. Qui le faisaient travailler des élèves de bac 2, vous voyez, donc 2 crans au-dessus, donc c'était plutôt flatteur d'avoir ce résultat. Et là, j'ai pris confiance avec ce genre d'attitude-là. Ouais. Oui, non, parce que je trouve, on sent vraiment là que vous êtes très à l'aise à l'oral pour vous exprimer. Vous dégagez. J'aime beaucoup échanger, oui. Ça se sent. Trop bavard, mais bon. Trop bavard. Oui, voyez, vous ressortez toujours. Je parle énormément et je parle très vite. Vous parlez très vite? Oui, je parle très très vite. Oui, mais là, je trouve pas ça du tout gênant. Qui vous fait ce reproche? Oh, plein de gens. Il y en a qui me disent, mais tu n'arrêtes jamais, on lève les piles. Oui, mais moi, voyez, je vous dis que vous avez une facilité d'élocution et vous me dites, oui, mais je sais, je suis trop bavard, je parle trop vite, donc vous revenez toujours dans quelque chose de plus négatif. Oh, je vais pas être... mais j'ai eu l'impression que c'est ce que vous alliez me dire, donc je l'ai un peu anticipé. Elle va me dire, qu'est-ce que vous parlez vite? Non, je vous le dis pas. Non, pas du tout. Non, je trouve qu'au contraire, vous exprimez bien. Donc, et dans ce domaine de la vente, quand même, vous êtes en permanence, il faut séduire, il faut convaincre, il faut... Oui. Bon...
Donc vous vous frottez aux autres en permanence là. Oui, complètement. Il faut pas être timoré. Faut pas être timoré. Maintenant, ce que j'ai du mal à gérer du coup, c'est du coup, ça ressort peut-être un peu de ça, l'agressivité de certains clients. Tout le monde peut avoir du mal à la gérer parce que quand on encaisse 5, quand on encaisse 15, ça commence à faire à la fin de la journée, mais c'est plus comment vous dire ça, je ressens certaines agressions que j'ai eues quand j'étais plus jeune, où j'avais l'impression qu'on me marchait dessus et que je pouvais pas trop répondre. Ça Sauf ressort que là, maintenant. aujourd'hui, j'ai le pouvoir de répondre par les mots. Donc je rétorque, et puis ça monte un petit peu et en vrille, ensuite parfois ça dégénère, c'est arrivé. Et dans votre vie affective, votre vie amoureuse, vous avez... J'ai pas eu beaucoup de petites amies, je suis très discret là-dessus d'ailleurs. Oui. J'ai pas eu beaucoup de petites amies, et pas longtemps, et je pense que j'ai tendance à penser que c'est un problème de comportement, oui. On me l'a déjà dit, j'ai des amis qui m'ont dit, écoute, t'es adorable, mais parfois t'as des coups de sang qu'on a du mal à comprendre, quoi. Et qui sont un peu lourds à gérer. Vous êtes impulsif Oui, beaucoup trop. Je suis allé voir une psychiatre tout récemment pour ça d'ailleurs. Pour des problèmes d'impulsivité ? Alors, pas d'impulsivité, mais globalement, le motif de mon appel ce soir, ce que j'évoque avec vous, c'est un peu ce que j'évoquais avec elle. Parce que je pense que l'impulsivité est née de là. Oui, parce j'ai beaucoup renfermé quand j'étais petit. On m'a un petit peu... j'étais un petit peu... mis à part, je pense, au collège, je me faisais souvent marcher dessus, brimé par des camarades. J'étais un petit peu la tête de turc, systématique. Et puis, quand j'ai commencé à pouvoir répondre, du coup, j'ai répondu de manière très, très violente, par les mots. Et puis ensuite, Parce que j'ai eu l'impression, je me suis dit aujourd'hui, je peux répondre. Donc, oui, vous voyez. Oui, c'est ça. Alors qu'avant, j'avais pas alors qu'à un moment, vous encaissiez, oui, c'est ça. Vous avez été, il y a eu des blessures et vous dites, elles remontent, donc elles peuvent être réactualisées finalement. Oui, au fond, hein, c'est-à-dire que dans certains cas de figure, je peux revivre inconsciemment certaines choses. Voilà, je pense. Il y a très longtemps. Je pense, c'est-à-dire que c'est ce qui fait que vous partez très vite au quart de tour, et vous devez le réaliser dans l'après-coup. Que vous êtes parti très vite pour quelque chose qui, au fond, était peut-être pas si... voyez, où la personne n'avait pas forcément voulu vous blesser, mais ça a réveillé des blessures. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai. Mais c'est bien que vous ayez pris conscience de ça et que, justement, ce qui n'est pas... ce passé qui reste douloureux, que vous ayez fait la démarche d'aller en parler. Vous l'avez vu, vous êtes retourné la voir Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs. Ah, vous l'avez vu aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Mais c'était dans le cadre d'un suivi alors ? Alors là, c'était la première fois parce que j'avais eu un suivi il y a quelques années avec un psychiatre d'un hôpital aussi que j'étais allé voir spontanément. Plus sous influence de ma maman qui me l'avait demandé quand même à l'époque. Et puis là, c'est une démarche toute personnelle, donc oui. D'accord. Donc vous allez travailler un peu là-dessus pour dans la durée, complètement, oui, c'est par vocation, c'est pas par obligation là, donc parce que c'est vrai que ça me pose des soucis dans la vie quotidienne, dans la vie relationnelle, la vie sociale, la vie amoureuse, donc c'est un tout, quoi. Mais c'est très bien. Et puis c'est usant aussi, vous savez, d'avoir cette impulsivité qui ressort, qu'on ne désire pas, qui ressort comme ça, qu'on a du mal à contrôler, et puis ensuite on le regrette. Mais oui, mais parce que fait, quoi. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup, comme vous dites, d'émotivité, d'émotions comme ça à fleur de peau et qui ont été contenues. Oui, c'est ça. Donc, et où finalement, où vous aviez l'impression qu'on ne vous demandait pas votre avis, ou en tout cas que vous étiez la cinquième roue du carrosse. Ah oui, bon, vous vous rattrapez depuis, hein. Aujourd'hui, vous vous exprimez. Ah oui, complètement. Oui. On va marquer une pause et on va avoir, je crois, c'est Nolwenn qui nous rejoindra, qui a 26 ans et qui a une sœur jumelle et qui se retrouve beaucoup dans ce que vous dites. Ah écoutez. Donc, elle va nous rejoindre après une petite pause musicale. D'accord ? On reste en ligne. D'accord. Ah oui, vous restez en ligne, hein, Romuald. À tout de suite. Oui. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Benjamin Biolay, Lyon, Presqu'île. Alors on va vous retrouver Romuald avec Nolwenn qui va nous rejoindre et puis d'autres témoignages et des réactions aussi qui arrivent par SMS au 7 21 21 code de nuit. On a attendez des choses qui attendaient parce que au fur et à mesure j'allais vous les lire et puis mon écran saute.
Il y a donc Nolwenn qu'on va avoir là, mais il y a quelqu'un qui me dit: le chiffre 3 est en effet difficile. Je suis au milieu et petite, je me sentais écrasée. J'ai appris à m'affirmer. Et vous ne devez pas avoir peur, vous, d'être vous-même. Le subversif qui me dit, j'ai pas compris le premier mot, mais qui dit: les parents, s'ils ne font pas ce travail de distinction, le trouble identitaire est plus risqué qu'ailleurs. Donc, bon, on en a parlé. C'est vrai que on va en reparler, hein, je pense, au travers des témoignages. Les parents ont un travail vraiment d'accompagnement à faire. Mais c'est vrai que on en parle davantage aujourd'hui, hein, de comment accompagner aussi les enfants jumeaux. Or, bon, je précise, vous avez 34 ans, vous êtes jeune, mais c'était là aussi, il y a 30 ans, on en parlait moins, hein, de tout ça. Et comme vous dites, c'était certainement plus une uniformisation. On disait les 3 pareils et pas. Oui, on habillait même parfois les enfants pareils. Nous, on avait, par facilité aussi logistique, hein, on avait le même pull mais d'une autre couleur. Et puis voilà. Voilà, c'est ça. Vous aviez le même pull mais d'une couleur différente. Voilà. Mmh. D'accord. Il y a Georges, alors lui, qui me dit, mais vous, qui me demande si moi je n'aurais pas une sœur jumelle, même vieille fille, hein, il me dit, même si elle élève des moutons au fin fond de la Corrèze, ce n'est pas grave. Georges s'en contenterait. Bon, non, comment ? Il y a une Bernadette au fond de la Corrèze. Oui, mais c'est pas. Oui, mais je pense pas qu'elle élève des moutons, hein. Elle est et puis elle n'est pas vieille fille surtout. Oui, en c'est plus, hein. Donc et puis ce n'est pas ma sœur. Voilà. Donc bon, allez, plus sérieusement, on va accueillir Nolwenn. Bonsoir Nolwenn. Nolwenn, vous êtes avec nous ? Ah, on n'a plus Nolwenn. Elle était pourtant en ligne aujourd'hui. Je vous ai pas posé la. Oui, Nolwenn, vous êtes là ? Oui, nous on vous entend. C'était mon libre qui marchait pas alors. Bienvenue bonsoir, parmi Caroline, nous. Bonsoir. Bonsoir Romuald. Bonsoir Nolwenn. Alors vous êtes jumelle également, hein ? Vous avez 26 ans. Oui. Et vous comprenez ce que ressent Romuald ? Oui, ben déjà, j'ai manqué un tout petit peu quand Quentin m'a rappelé, j'ai un peu manqué, donc je sais pas si j'ai peut-être redire ou passer à côté vous de n'avez choses. pas, vous avez déjà eu le tout début de son témoignage, hein, quand même. Oui. Oui, même si moi ma situation est différente puisque j'ai juste une seule sœur jumelle, c'était moi ce que je voulais faire surtout c'est le poids de la comparaison. Puisque les gens veulent tous savoir qui fait mieux, qui est plus, qui est moins, Donc moi j'étais la plus grosse, j'étais la plus lente, j'étais celle qui avait pas de bol. Pareil, on me démarquait dans le négatif. Oui. Donc moi je suis celle qui a pas de bol. S'il y a un truc, il faut se prendre les pieds dedans ou se faire mal, ce sera pour moi. Donc ça fait rire beaucoup. Bon, je m'en sers un peu comme autodérision maintenant, mais c'est vrai que c'est blessant quand ça revient tout le temps. Alors, si je peux me permettre, moi je m'en sers aussi beaucoup d'autodérision et on m'a dit, je ne sais pas si c'est votre cas Nolwenn, on m'a dit que j'avais beaucoup d'autodérision mais négative, systématiquement, qui était pour me dévaloriser. Moi, avec mon ancien copain, et ce que j'avais remarqué, ça vient peut-être de mon éducation par mes parents, j'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de compliments, pourtant j'aurais peut-être pu, mais c'est que quand on me disait « Ah, c'est bien, t'es belle » ou « quelque chose », moi toujours « Oui, mais de toute façon, cette robe-là, elle est vieille » ou ça va être un truc comme ça. J'ai toujours tendance à le retourner, à sortir un peu de négatif quand même dans le positif. Voilà, moi c'est pareil, oui. C'est ce que je fais. Et je sais que le fait d'être toujours comparé à l'autre fait que ça met une pression énorme parce que si on veut être celle qui, a fait mieux, il faut faire mieux. Et moi, je sais que j'ai toujours eu l'impression d'avoir une pression énorme sur le dos comme ça. Oui, toujours en négatif. Donc finalement, est-ce que aujourd'hui vous en parlez avec votre sœur ? Parce que est-ce qu'elle a ce sentiment, elle, qu'au contraire, elle était valorisée dans la relation ? Parce que c'est intéressant la façon dont peut-être vous le vivez comme ça. Est-ce qu'elle était alors celle qui était la plus mince, la plus, celle qu'on décrivait comme la plus jolie, la plus. Oui, vous ne savez pas, vous n'en parlez pas. Non, je sais que on avait des périodes où on a l'impression que c'est que les parents en avantageaient plutôt une ou plutôt l'autre. Oui. C'était pas. Voilà, mais dire maintenant, je sais pas trop. Elle habite juste à côté de chez mes parents. Moi, je tendance à faire des allers-retours entre différentes villes. En général, je suis à moins de 2 heures, mais
moi, je me suis écartée pas mal, en fait, et ça fait quand même beaucoup de bien, parce que partout, quand j'arrive dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit, on sait pas que je suis une sœur jumelle, et on me voit d'abord comme Nolwenn, et après, éventuellement, je vais dire oui. Et puis là, encore aujourd'hui, il y a une collègue qui me dit « Oh, je connais pas de jumeaux », et moi, je lui fais « T'en as une devant toi », mais ça, elle le savait pas. D'accord, oui. Et c'est presque à ce moment-là agréable, presque jouissif de leur dire ah vous voyez les jumeaux ça peut aussi tout seul. Oui, et c'est vous qui vous êtes vraiment... et c'est vous qui vous êtes éloigné. Oui. Finalement, pour mes études, pour plein de choses. Oui, mais c'est intéressant symboliquement. Ouais. C'est vous qui avez pris de la distance. Oui. Elle est restée proche de vos parents, comme si elle avait plus de mal à marquer. À marquer cet éloignement. Ouais, je sais pas, peut-être. Finalement. Oui. Et comment, je voulais vous demander, Romuald, comment votre père, lui, parce que vous êtes 4 garçons, oui. Hein, alors c'est important là aussi. Comment il se positionnait lui par rapport à vous tous, parce que en tant que garçon, vous étiez censé vous identifier à lui, donc il avait un rôle important à jouer là à ce niveau-là. Il était relativement neutre quand même. Oui. Je trouvais relativement neutre. Peut-être un peu trop. Comment ? Peut-être un peu trop. Oui, trop, certainement. Maintenant, on a toujours su qu'il n'avait pas trop envie de se mélanger à ce type enfin voilà, à toute cette logistique-là. Pour lui, il faisait son rôle de père et plus de chef de famille, comme il avait tendance à le décrire. Voilà, c'était plus ça. Donc, il n'aimait pas trop se mélanger à tout ça. Pour lui, c'était compliqué et puis ça le... Voilà. Il avait une horde de fils, là. La rivalité était rude. Ouais. Oui. Alors des fois, il faisait le ménage par autorité quand il l'estimait nécessaire, mais il n'avait pas il travaillait pas à cette distinction à ça. Alors par contre, vous demandiez à Nolwenn juste avant. Moi, je sais que j'ai un de mes frères, de qui je me suis rapproché un peu plus dernièrement là vis-à-vis de ça, avec qui j'en ai beaucoup parlé là-dessus, parce que lui, il savait qu'il était valorisé et mis en avant par défaut. De par le fait qu'il soit professeur, et encore une fois, comme je vous disais, c'était un petit peu le métier par excellence à l'époque, instit, comme on disait. Hein, bon. Donc voilà, lui, il a très conscience d'avoir été mis en avant par ça, par défaut, et forcément pour lui c'était flatteur, mais ça lui plaisait pas forcément vis-à-vis de nous non plus, quoi. Parce qu'il cherchait sans arrêt à dire, à faire parler de nous aussi, quoi. Il nous demandait, nous, ce qu'on avait fait, notre avis sur beaucoup de choses, quoi. Il se contentait pas de répondre aux sollicitations vis-à-vis de lui, quoi. Mais je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué quand on a un jumeau du même sexe, hein, que ce soit les choses sont plus simples évidemment quand les jumeaux sont de sexes différents. Oui. Évidemment, là, la comparaison est forcément moindre. La différence de sexe atténue. Je veux dire, elle est moindre, mais bon, dans ma famille, on a un petit peu, j'entends que c'est une tare. Je dis ça en rigolant. Qu'est-ce qui est une tare ? En fait, c'est plutôt chez nous, dans ma famille, on a toutes les générations, il y a des jumeaux du côté de mon père. Ah, ça se retrouve. J'ai un cousin qui a des jumeaux, un garçon, une fille. Et pourtant, on sent que les gens, évidemment, c'est un garçon, une fille, donc la comparaison va s'arrêter plus vite. Mais on sent que quand même la comparaison se fait. Bon, faut dire qu'ils sont très très proches l'un de l'autre. Mais puis pareil, je sais qu'il y en a plein qui s'appellent les jumeaux quand même. Hein. Ah oui. C'est facile de faire le regroupement, les jumeaux. Et oui, bien sûr, c'est bien sûr, mais néanmoins, elle est quand même atténuée. Ah, c'est sûr. Alors que forcément, la rivalité est d'autant plus forte lorsqu'il s'agit d'enfants du même sexe. Ça, c'est sûr, oui. Hein. Oui, parce que quand on est nés tous les trois, les gens se disent ils sont sur un pied d'égalité, du même œuf, les mêmes gènes, le même physique. Voilà, donc après, encore une fois, chacun appréhende à sa façon différemment, évolue différemment. Et donc, on estime que s'il y en a un qui a moins bien fait, c'est qu'il y a une raison. Et ça devient très vite négatif, quoi. Alors, par rapport à l'autodérision que vous pratiquez tous les deux, le subversif dit lorsqu'elle est la marque d'une distance avec soi-même, l'autodérision est jouissive. Lorsqu'elle est sans ce recul-là, c'est de l'autodénigrement.
nocif. Oui, c'est ce que je fais, moi. Et oui. C'est ce que je fais qui agace les gens aussi. Ça agace, ça. Beaucoup d'amis m'ont dit, mais arrête, t'es bien comme tel. Mais c'est embêtant pour vous, parce qu'il ne faut pas que ça amène à finalement que ça fasse rire de vous. Enfin, c'est vrai que là, c'est une façon de vous dénigrer. Au départ, ça fait rire parce qu'on trouve ça rigolo. J'ai le sens de la formule, ça on va va un dire, temps. donc ça amuse, mais ça amuse un temps, quoi. Ça va un temps. Oui, et puis c'est pas une bonne chose pour vous. Non. Non. On va accueillir alors des mails aussi. Valérie elle vous avait pas encore entendu, Nolwenn, quand le mail est arrivé. Donc ça s'adresse à vous, Romuald. Elle dit vos explications sont très intéressantes. Vous analysez très bien, ce que vous racontez est très sensé. Alors ne vous dévaluez pas. Vous valez bien plus que ça. C'est un sentiment de rejet que vous ressentez. Mais comment sont vos parents et grands-parents avec vous par rapport à vos frères? C'est ça, c'est toujours ce sentiment. C'est difficile, dans les fratries. Elle pose la question. Comment ils sont par rapport à vos frères? Au niveau de mes parents, je pense qu'ils m'ont toujours considéré comme étant effectivement un peu plus fragile, un petit peu plus en retrait. Ça, c'est certain. Par rapport à la famille élargie, c'est encore plus complexe que ça, parce qu'ils n'ont pas évidemment tous les paramètres comme les parents, quoi. Et pour anecdote, vous voyez, j'ai un oncle une fois qui nous a dit, tiens, vous qui êtes cultivé, et puis ensuite il a reformulé en disant, tiens, toi qui connais plein de choses, en se retournant vers mon frère qui est professeur de langue, vous voyez. Parce qu'il passe pour, j'allais dire, c'est un peu galvaudé, mais l'intello de la famille, vous voyez, les trois. Et moi, je suis resté interloqué, j'ai eu envie de lui dire, mais je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit, mais j'ai envie de dire, mais écoute, nous, on est quoi à côté, là, voilà. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc là, vis-à-vis de la belle famille, ça, forcément, je suis le petit canard. Mais ça, j'en ai pris mon parti un petit peu. Je veux dire, je réagis toujours assez mal à ça quand la situation se présente. Maintenant, ils ce qu'ils veulent. Prenez de la distance, mais il y a des blessures de l'enfance qui sont présentes, sur lesquelles vous allez travailler. Je trouve ça très immature, comme cette attitude-là, par exemple, que je viens d'écrire, qui est anecdotique, mais je trouve ça relativement immature. C'est des choses qui vous êtes construits aussi à partir de ça, donc c'est pas forcément, ce sont des choses qui restent et qui sont ancrées en vous et qu'il va vous falloir dépasser, mais vous avez les capacités de le faire. Voilà. Alors il y a Gabriel aussi qui nous écrit, c'est un homme qui dit, tout comme vous, j'ai vécu à l'ombre de mes deux sœurs, elles étaient plus valorisées que moi et plus intelligentes, on m'a fait comprendre que j'étais moins intelligent qu'elles, et pourtant un jour un prof m'a fait comprendre que j'avais les mêmes capacités, ensuite j'ai fait Polytechnique. Comme quoi. Alors c'est intéressant doublement dans ce qu'il dit, parce que finalement c'est un professeur qui lui a fait comprendre qu'il avait les mêmes capacités. On voit aussi l'importance des enseignants. C'est-à-dire, il vivait à l'ombre de ses deux sœurs, Gabriel. Le regard qu'un enseignant a porté sur lui, le regard bienveillant, valorisant d'un enseignant, finalement, lui a donné confiance en lui. Oui, et moi j'ai eu ça aussi d'un enseignant. Oui. Je ne connaissais pas mes deux autres frères. Mais c'est ça, mais je crois qu'on a tous, dans nos parcours, rencontré à un moment, je l'espère souvent, un enseignant qui, autant on a pu en avoir qui auraient pu nous déglinguer par des paroles assassines, autant il y en a un ou une qui nous a fait croire en nous. Oui. Et c'est moi, vraiment. Il y en a eu un comme ça, mais il n'était pas dans le même établissement, il ne connaissait pas mes frères. Oui, mais c'est intéressant aussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu cette comparaison. C'était que moi qui connaissais, avec mes capacités. Alors, il y a la Luciole qui dit, même dans les fratries ordinaires, les comparaisons permanentes et dévalorisantes existent avec de nettes et douloureuses préférences. Coco qui dit, même si vous n'avez pas confiance totalement en vous, je peux vous dire que vous avez pourtant une grande intelligence. Et on accueille Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, alors moi, je suis jumelle, je ne suis pas triplée. Mais enfin, je me reconnais totalement dans ce qu'a dit Romuald, parce que moi, je suis un peu plus âgée, j'ai 53 ans maintenant. Et j'ai peut-être connu la vieille époque où on habillait les jumelles vraiment pareil, où on faisait exactement la même chose. On n'était pas séparés à l'école, on faisait tout ensemble. Et oui, voilà. C'est une erreur. Et ça, c'était très 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 dur parce que en fait, résultat, on a fait le même métier, on a fait les mêmes écoles, on s'est marié avec deux personnes qui ont le même métier aussi. Enfin, c'est vraiment terrible, quoi. Oui, c'était très loin quand même. C'était très très loin.
Oui. Mais enfin, au point que moi, à 22 ans, je me suis retrouvée seule, parce que ma sœur est partie avec son futur mari. C'est moi qu'on a abandonné, je dirais. Et je suis tombée dans la dépression, enfin dans des gros problèmes d'identité, des gros problèmes, j'étais perdue, j'étais complètement égarée, pas de confiance, des peurs, enfin vraiment un truc lourd. Et je me suis dirigée vers une analyse. Et c'est ça qui m'a sauvée. Oui. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'était une renaissance, quoi. J'ai vraiment recherché au fond de moi ce que j'étais vraiment, ce que je voulais, qui j'étais, moi, individuellement. Et j'ai vu toutes les failles qu'il y avait eu avant. J'ai pu passer outre. Et voilà, c'est comme ça que je me suis enfin construite. C'est indiscret de vous demander à quel âge vous avez fait cette analyse? Je l'ai faite à 40 ans. D'accord, oui. Hein, j'ai traîné quand même. C'est en âge charnière, ça, oui. Moi, j'approche aussi, j'ai 35 ans. Mais à mon avis, il faut le faire. C'est à vous de voir, mais c'est vraiment sensationnel parce que vous renaissez. Enfin, pour moi, c'était vraiment la découverte de moi-même, de vraiment sans ma sœur, sans mes parents, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que ça non plus. Mais enfin, c'est moi, ma propre identité, et là, ça a débouché pour moi sur un divorce parce que j'ai eu des erreurs dans ma vie dues aussi au fait que j'étais jumelle. Oui. On cherche aussi dans son conjoint peut-être le même fonctionnement, disons. Hein. Ça rassure en fait. Ça rassure que sa jumelle, mais on se dépêche aussi, on s'empresse un petit peu peut-être de trouver. Résultat, ça a débouché sur un divorce, mais après, justement, une libération pour refaire autre chose que moi, j'ai eu une deuxième vie, voilà. Oui, c'est bien ça. Ouais. Pouvoir repartir comme ça. Ouais. Et oui, c'est intéressant finalement d'arriver à, comme vous dites, à un monde, de prendre aussi. Je crois qu'il est nécessaire, dans certains cas, quand vous dites, il y a une question aussi de génération, quand tout était fait pour entretenir la fusion et la confusion. Oui, voilà. Habillé pareil, ça va très loin. On ne sait plus qui on est, et à un moment de prendre de la distance parce que ça peut être vraiment très très nocif, de s'éloigner pour pouvoir exister, parce que sinon on est un peu dans une relation, voire un peu beaucoup dans une relation d'amour-haine, d'envie. Il y en a une ou un qui prend le pouvoir, l'ascendant, et l'autre reste comme ça en retrait, un peu impuissant. Donc il y en a un qui grandit et l'autre est dans son ombre et qui reste tout chétif, quoi, comme un arbre finalement qui s'épanouirait comme ça, et puis l'autre, le petit, qui resterait tout chétif parce que dans l'ombre de cet arbre là qui s'épanouit, lui ne peut pas croître. Donc à un moment il faut un peu prendre de la distance pour pouvoir ou effectivement faire un travail sur soi, ce qui revient à prendre une distance psychique. Exactement. Je confirme aussi avec ma distance physique. Oui, tout à fait. Parce que moi j'ai commencé par m'éloigner, je suis même partie à l'étranger 1 an, donc. Oui. Et c'est vous qui l'avez fait, finalement. C'est intéressant, c'est vous qui étiez la plus en souffrance, Nolwenn, la plus en difficulté, on va dire, dans cette relation. Je sais pas, souffrance, c'est peut-être le mot est fort, mais en tout cas, qui était toujours celle dont on parlait en négatif. Dans ce miroir. Ma sœur avait commencé une thérapie bien avant moi. Ma sœur a été en thérapie dès le primaire. Moi, j'ai fait une psychothérapie à partir du collège. Quand j'ai commencé en 4e, parce que j'avais vraiment aucune répartie, contrairement à Romuald. Mais j'en avais pas au collège du tout, par contre. Au collège, j'étais... au collège, j'étais la tête de Turc et qui restait dans son coin et qui avait peur de tout le monde. Oui. Et ma sœur, elle a été en thérapie dès le primaire parce que ma mère s'inquiétait. Mais voilà, c'est ça. Il faut vraiment... je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question... Je suis qui, quoi? Qu'est-ce que je veux? C'est pour ça que j'ai appelé, entre autres. On se fait bouffer, quoi. On est perdu dans ses sentiments, dans ses goûts, dans des tas de choses, parce que finalement, ça a été conditionné. Voilà.
exactement ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir obéi à des codes établis, en quelque sorte. Exactement. Alors, je reçois un message, là, par SMS, qui dit « Ma grand-mère habillait ses 5 enfants, qui n'étaient pourtant pas jumeaux, tous pareils. » C'était une habitude avant aussi. Ah oui, bah ça, c'est la première fois que j'entends ça, moi. Des fois, ça se ah faisait bon des fois, oui. Bon, ah, c'est curieux, quand même. Mais je sais que ça se faisait des fois. Ah oui. Moi, elle m'a déjà offert des slips roses, mais elle m'habillait pas pareil que mes frères. Des slips roses? Oui, on a eu ça. Ah, attendez, ça mérite une explication, Romuald. Non, écoutez, on va au sport, mais j'y attends au sport, on prend la douche, on va se foutre de nous. Bah, non, mais justement, si vous faisiez du sport et que vous aviez des slips roses... je les mettais pas, quoi. On les a jamais mis, je crois bien. Attendez, oui, non, parce qu'alors là, mon pauvre... Non, là, je comprends. Ça, c'est un coup à faire 20 ans d'analyse, ça. Ah oui, là, je crois. Ah ben oui, non, mais attendez, là, il faut que votre mère, elle vous en paie au moins la moitié, les 3/4 de votre analyse, Romuald. Ah ben oui, c'est pas tolérable, ça. Pas ma mère, ah, votre grand-mère, votre grand-mère. Non, elle était quand même plus pragmatique que ça, oui. Ah oui, non, mais votre grand-mère, là, non, mais attendez, il faut... Ma grand-mère ne l'était. Votre grand-mère, non, mais... Non, là, non, mais ça, je vous comprends. Ça, c'est, allez, on rajoute 10 ans, 30 ans d'analyse, ça. Hein. Faire mettre des slips roses à un petit garçon avant qu'il aille faire du sport. Aussi, la grand-mère, elle a eu des garçons, donc je pense elle voulait des petites filles. Et elle a eu 4 petits-fils. Oui, c'est ça, ça s'explique. Oui. Alors, on va marquer une petite pause musicale sur l'histoire de ces slips roses. Et on retrouvera Gisèle, qui a une sœur jumelle. Toute la famille avait misé sur elle. Cette sœur jumelle s'est malheureusement suicidée et c'est Gisèle qui a, elle, poursuivi le reste de sa vie. Son témoignage est assez édifiant. On se retrouve après le journal de minuit. Ensemble et en direct jusqu'à 1h. Le 39-21 est grand ouvert. Ce soir, allez, nous prolongeons le débat sur la gémellité parce que c'est pas souvent que nous avons ce type de débat. C'est Romuald qui l'a initié. Romuald, vous êtes avec nous. Alors vous étiez 3, hein, oui. 3 frères. On est toujours 3. Vous êtes toujours 3. Vous faites bien de le préciser. Vous avez 34 ans. Oui. Et vous avez eu le sentiment d'être un peu le petit mouton noir là de la fratrie. Oui. Et vous vouliez en parler, avoir des témoignages. Donc il y a Nolwenn. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Oui, Nolwenn. Vous avez 26 ans. Vous avez une sœur jumelle. Alors vous aussi, c'était toujours la comparaison était toujours à vos dépens, mais finalement ça va mieux depuis que vous vous êtes éloigné géographiquement de votre sœur, de vos parents également. Et puis Christine, vous avez aussi une sœur jumelle. Alors votre mère vous habillait de la même façon, vous étiez dans la même classe. Enfin, vous aviez vraiment vous aviez beaucoup de mal à exister. Et c'est aux alentours de 40 ans, vous avez fait une analyse et là, vous avez pu enfin véritablement vous trouver, savoir qui vous étiez et aujourd'hui. D'ailleurs, quelles sont vos relations avec votre sœur? Elles n'ont jamais été aussi bonnes que maintenant, je dirais, parce que, en fait, on est 2 sœurs éloignées géographiquement. Oui. On peut rester des jours, voire des mois sans s'appeler. Quand on s'appelle, on est heureuse de s'appeler au téléphone, de se voir, mais on peut se passer l'une de l'autre. Oui. Tout à fait normalement, quoi. Oui. Il n'y a pas de haine, il y a que de l'amour, quoi, je dirais, mais sans fusion, sans dépendance. Mm-hmm.
Alors Romuald, vous nous confiez juste avant les informations que votre grand-mère, qui aurait rêvé d'avoir des filles, finalement a eu des fils, si je comprends bien. Après, elle a eu 4 petits-fils, et donc elle vous offrait quand vous étiez petit des slips roses. Et je vois, il y a Vénus qui m'envoie un petit SMS pour dire, moi, ma belle-mère, qui est pourtant pas âgée, elle a 50 ans, elle a offert un pyjama rose à mon fils. J'ose même pas le mettre à la maison. Certes, elle aurait préféré une petite fille, mais quelle idée quand même, nous dit Vénus. Peut-être juste une faute de goût. Alors bon, ça c'est clair qu'au moins elle exprime clairement son désir d'avoir une petite fille, hein, cette on n'a pas dame. dit pourquoi, mais c'est vrai qu'avant c'était plutôt des présents qui étaient conventionnels, quoi. Et ah puis, ben voilà, rose et bleu, c'est clair quand il y a. Et là, slip rose, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'il lui a fait? Oui, ça c'est malvenu, on va dire. C'est comme bon, il y a des couleurs comme ça qui restent quand même très associées, même si maintenant ça bouge, puisque même à des nouveau-nés, on voit des petites choses, du gris, on voit même du noir, on voit des petits bodys, des petites choses comme ça. Bon, plus unisexes, mais évidemment le rose, offrir un petit baby gros, un petit body rose à un petit garçon, ça reste très déplacé quand même. Hein. J'ai pourtant pas offert un rasoir Bic l'année d'avant. Je sais pas. C'est quand même curieux. Pour votre grand-mère, elle aurait été contente, oui. Ben oui. Oh, une pince à épiler pour la moustache, ça suffit. Elle avait quand même pas une paire de bacchantes, votre grand-mère. Elle avait pas une paire de bacchantes? Non. Non, pas à ce point-là. Non, quand même. Et puis il y a le subversif qui justement s'amuse de ces choix de vêtements, les couleurs et tout. Il dit vous savez, aux alentours de son demi-siècle bien pesé, la maman de Georges s'obstine toujours à habiller son tout petit avec ses mêmes petits vêtements et ses mêmes petits souliers de jadis. Il écoute Georges, donc je ne sais pas ce qu'il va dire, mais c'est fort possible. Je pense qu'il a grandi entre-temps, le petit, hein, mais je pense que sa maman a dû conserver ses petits habits de nouveau-né, bien précieusement. Elle m'offre plus des bretelles, ma mère. Non, comment? Ma mère ne m'offre plus des bretelles comme quand on était petit. Ah, c'est mignon, les bretelles. Oui. Même chez un adulte, ça peut avoir une certaine allure. Oui, avec les sous-pulls. Oui. Un look à la Charasse. Oui, c'est un peu ça, ouais. Allez, on accueille Anne. Bon, Gisèle, je sais pas où, on a un petit souci avec son téléphone. On va accueillir Anne. Bonsoir, Anne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, moi, j'appelais parce que je me suis sentie très vite concernée. Alors, j'ai une seule sœur jumelle, pas plusieurs. Moi, c'est déjà pas mal. Mais j'ai été pas mal entourée, en fait, de couples d'amis jumelles. Dans mon enfance. Ah bon? Oui. Oui, c'est pas banal, ça. On avait avec ma sœur jumelle un couple d'amis, un deuxième couple d'amis, 2 couples de filles jumelles avec qui on était amis, avec qui on échangeait beaucoup sur la gémilité. Étant enfant, vers l'âge de, on va dire, on était en 4e, 3e. Et ça nous a jamais posé de problème étant enfant. Sauf qu'on avait, en fait, on était toujours considérés comme un couple. Donc les punitions, si l'une faisait une punition et pas l'autre, on était toujours punis. Donc c'était toujours le vous qui était employé. À la maison ou à l'école? J'ai compris que ça me posait un problème, en fait. Mais attendez, quand vous étiez punis, c'était à la maison ou à l'école? Ensemble, je veux dire. Maison. Alors, à la maison, c'était vous avez fait une bêtise, les jumelles venaient à table, les jumelles ceci, les jumelles cela. C'est vrai que c'était toujours le couple qui était à qui on s'adressait. Par contre, à l'école, on nous comparait. Donc à l'école, j'avais des professeurs qui faisaient des graphiques en mathématiques sur nos progressions en termes de notes. Mais que à vous? Ou à toute la classe? Que à vous ou à toute la classe, les graphiques? Non, qui le faisait pour moi et ma sœur, et qui le montrait fièrement à la classe en disant, regardez, elle s'appelle Catherine, Anne et Catherine, regardez, c'est flagrant, pourtant elles ne sont pas à côté, on voit qu'il y a une demi-point de différence dans les notes. Ils s'amusaient, je pense que ça les fascinait, la gémilité, autant en philosophie qu'en mathématiques.
Voilà, pour le moins, oui, oui, parce que c'était un sujet, un objet de curiosité pour tout le reste de la classe. Vous étiez quand même très exhibé, très. Oui. Là, il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai eu quelque chose d'analogue, moi, si je peux me permettre, qui m'a beaucoup choqué. J'ai pas osé en parler tout à l'heure, et c'est vrai que comme vous en parlez, comme Anne l'évoque, je vais me permettre aussi. Un peu dans le même esprit, j'avais une professeure de sciences naturelles, SVT aujourd'hui, qui, elle, avait la prétention de se substituer aux médecins et disait, non, les enfants X, donc nous, ce ne sont pas des vrais jumeaux, il y a forcément de vrais jumeaux, un faux jumeau, ils peuvent pas être dans le même œuf tous les trois, c'est pas naturel, etc. Donc tous les autres élèves de tout le collège se disaient, c'est pas naturel, voilà. Donc imaginez ma mère qui entend des choses comme ça après à ses oreilles, quoi. Mais elle disait ça pendant le cours de biologie. Ça, en fait, on avait des élèves qui venaient nous voir dans la cour de récréation, ils nous disaient, tiens, Madame X nous a dit ça sur vous, elle dit que c'est pas naturel, que ça a été pratiqué, nanana. Et c'est quand même choquant, quoi. Et je me suis dit, c'est choquant parce qu'en plus, vous prendre comme exemple. Donc c'est quand même attenter à votre intimité, à l'intimité du couple. Ça laissait supposer que votre mère aurait eu recours à quelque chose d'artificiel. Enfin, ce qui ne regardait absolument pas. Quand bien même les autres. Mais quand bien même ça serait le cas, votre famille ne devait pas devenir un objet d'étude. Donc pour ma mère, c'était quand même, moi, plus pour ma mère d'ailleurs que pour moi, je l'ai mal pris et je trouvais que c'était quand même relativement indécent, quoi. Ouais. Je pense qu'elle se rend pas compte, elle aurait dit ça, sans aller dans des procédures, elle dirait ça aujourd'hui, je crois qu'elle risquerait quelque chose, quoi. Oui, enfin, on voit la fascination, je crois qu'exerce, mais encore aujourd'hui, parce que regardez, quand il y a, on a des magazines célèbres, ou quand il y avait des naissances de triplés, où on les suivait, ils étaient exposés en couverture de magazine, c'était c'était un événement. Alors, je ne sais pas si Yann a connu ça, si les autres ont connu ça, j'imagine que oui, on voulait absolument nous prendre en photo pour avoir tous les trois sur la photo, etc. Oui, en fait, c'est vrai qu'au départ de ma vie avec ma jumelle, ça a plus été perçu, on le sentait, nous, dans notre couple de jumelles, qu'on était des petites curiosités, des petites stars, parce que j'ai 2 grandes sœurs. Donc on était les petits, déjà on leur a volé la vedette en arrivant dans la famille, on était les petites stars, regardez les jumelles arrivent, donc on a senti cette curiosité sur nous, donc on s'est senti exister. Oui. Après avoir existé dans cette unité en fait de couple, il a fallu qu'on existe en ayant sa propre identité. C'est là que ça a été plus difficile à faire. C'est peut-être là que maintenant moi je fais une thérapie actuellement parce que je voulais intervenir en fait sur la notion de pouvoir que vous évoquiez, Caroline. Oui. Et c'est que il y a peut-être 2 semaines que j'ai eu un espèce de flash. Moi, j'ai fait une dépression il y a 2 ans, dont je ne connaissais pas vraiment les problèmes. Je voyais pas trop d'où ça venait. Venant d'une famille plutôt équilibrée, ayant eu une vie heureuse, tout ce qu'on peut avoir. Et je suis maman actuellement de garçons. La gémellité, là, est devenue une souffrance pour moi à l'âge de 35 ans. Au moment où vous êtes devenue maman, à votre tour ? Oui. Au moment où je suis devenue maman, au moment où elle a toujours été éloignée de manière géographique. Elle est toujours partie, elle a vécu aux États-Unis, maintenant elle vit en Autriche. Ce que je trouvais être une souffrance, souvent j'exprimais en disant à mes amis, vous voyez, moi je n'ai jamais connu la solitude. J'ai connu la solitude quand ma sœur jumelle est partie. Et après, il y a eu les passages tout le monde me demandait si on aimait les mêmes garçons, si on échangeait les garçons. Non, parce que j'étais obligée d'exprimer qu'on avait une vraie identité. Donc moi aussi, j'étais le petit mouton noir qui faisait du vélo plus tard, qui était la plus grosse, qui était la moins bonne en mathématiques. Ça, c'est terrible quand ça s'attaque au physique en disant vous étiez la plus grosse, c'est absolument affreux, ça. Ouais. Qui avait le moins de succès comme ça, garçons. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais on me dit souvent... Ah, mais c'est fou, plus tu vieillis et plus tu ressembles à ta sœur jumelle. Alors, pour moi, c'est l'inverse. Je pense que plus je vieillis, plus on se distingue. Et oui, j'aurais pensé le contraire, moi. Et voilà, mais peut-être que c'est peut-être l'analyse aussi, voilà. J'ai envie de dire, vous, Christine. Pardon, j'ai mal entendu. C'est peut-être l'analyse.
Oui, c'est ça. Enfin, l'analyse, vous voyez, c'est pas magique, hein, vous comprenez ce que je veux dire. L'analyse, en ce sens qu'elle vous a permis vraiment de mettre à jour qui vous étiez, de vous affirmer, comme on voit souvent en analyse des gens qui se transforment physiquement. C'est pour ça que ça me fait rire parfois le côté coach où on transforme les coachs, vous savez, c'est sur le plan les coupes de cheveux et tout, on dit pour les sportifs c'est autre chose. Les relookers. Mais les relookers, voilà, c'est plus ça, les relookers, où sans connaître la personne, on dit tiens voilà, on a l'impression que parce qu'on habille un tel comme ça de la tête aux pieds, on lui transforme sa coupe de cheveux, ça y est, ça va être un autre homme, une autre femme. Oui, provisoirement. Illusoirement, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi de l'intérieur qu'on transforme. Et on le voit bien en analyse, où les gens, pardonnez-moi pour cet aparté, mais souvent quand ils se découvrent, quand ils découvrent toutes les ressources qu'ils ont en eux, souvent ils se transforment aussi physiquement, parce qu'ils osent s'affirmer dans ce qu'ils sont véritablement, et ils suivent plus finalement les modes, ou ils trouvent leur style véritablement. Oui, voilà, tout à fait. C'est ça, je crois qu'il faut quand même du temps, ça se passe pas en un coup de baguette magique, comme vous disiez, et puis la vie nous forge aussi après, on se forge à la vie, je dirais, parce que moi j'ai eu l'impression que quand j'étais enfant, j'étais toujours dans un monde irréel, c'est l'irréalité, quoi, c'est vraiment ça, puis arriver à l'âge adulte, être obligé de se confronter à la solitude, là, à des choses difficiles. Oui. Et à un moment donné, vous êtes obligé vraiment, autrement, vous en crevez, je dirais, vous êtes obligé de chercher une route, votre route. Et vous dites, Anne, c'est ce moment de solitude finalement, hein, que vous avez ressenti. Oui, moi j'ai ressenti ça vers l'âge de 20 ans, 25 ans, comme quand elle s'est mariée. C'était cette solitude. Moi aussi, en fait, on était étudiantes ensemble, donc on a vécu tout le temps ensemble. Elle m'a rejoint après à Paris. On était tout le temps ensemble, même si on avait des amis, on a fait des études différentes, mais on était quand même ce noyau. Et c'est quand elle est partie, géographiquement, que j'ai ressenti cette grande solitude, en me disant est-ce que je vais exister pour moi toute seule. Et c'est là cette notion de pouvoir, en fait, j'ai remarqué que maintenant qu'elle exerçait un pouvoir qui, je pense, était assez néfaste et qui est d'ailleurs qui est tous les jours, puisque tous les jours je reçois des SMS, appelle-moi, j'ai besoin de te parler. Tous les jours. Quand on était petits, c'était autre chose. C'était va me chercher un verre d'eau, donne-moi ce pull. Ou quand on a même passé le bac, c'était on va réaliser que ils vont croire qu'on va tricher ensemble, donc pousse-toi, va ailleurs. Et toujours des choses comme ça. Donc j'avais l'impression d'être l'élément qui gênait sa réussite. Moi, et là, actuellement, quand même, heureusement. C'est difficile à vivre. Ah oui. Je l'ai réalisé que maintenant, mais j'ai l'impression que quelque part, alors ce pouvoir, elle l'exerce toujours, puisque si elle va pas bien, par exemple, quand on est en vacances en famille, elle m'appelle, viens vite me chercher, ça va pas bien avec papa et maman. J'arrive comme le chevalier servant. Pouvoir, mais elle est très dépendante finalement. Oui. Vous dites, c'est elle qui est très dépendante. Hein, c'est vrai entre vous, voilà. Et oui, parce que vous dites, elle a du pouvoir sur vous, mais c'est quand même elle qui vous appelle, qui vous envoie des textos, qui demande votre soutien. J'ai fait ma dépression. Il y a un fait qui m'a vraiment marqué, c'est que quand j'ai demandé à être hospitalisée pour pouvoir avoir un mois de réflexion, pour pouvoir décider de faire une thérapie. Et pendant ce mois-là, j'ai demandé à mon mari de ne surtout pas lui dire où j'étais, de ne surtout pas lui donner mon numéro. Parce que je sentais qu'elle avait une emprise trop difficile sur moi, alors qu'en même temps, elle me manque énormément. C'est là le paradoxe de la gémellité. Oui. C'est un véritable moment. Pendant ce mois-là, vous avez eu envie de l'appeler sans doute régulièrement, peut-être ? Oui. Oui, c'est ça, voilà. Vous vouliez pas qu'elle vous trouve, mais vous vouliez l'avoir en ligne quand même. Et est-ce que les uns et les autres, c'est peut-être une question indiscrète, mais vous dites, Anne, donc vous avez eu des enfants, ce sont pas des jumeaux, j'imagine, sinon vous l'auriez précisé. Est-ce que, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, est-ce que l'idée d'avoir peut-être des jumeaux, ça vous angoisse, ça vous fait plaisir? Oui, ça fait peur. Moi, je le craignais beaucoup. On a peur de reproduire les mêmes erreurs, simplement, je pense. Oui, c'est un oui un peu unanime, là. Oui. Peur de reproduire les erreurs,
Ouais. Exactement, ce que je ne souhaite pas pour les autres non plus. Ouais. On va accueillir, on a retrouvé Gisèle, je crois. Bonsoir Gisèle. Oui, bonsoir, je suis là. Alors pardonnez-moi, je baisse la radio par contre. Oui, il faudrait même l'éteindre pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Merci. Et donc on va nous accuser de côté d'antenne ce soir sur Europe. Là, on va se faire un Mais on vous accuse de rien du tout. Cette antenne, elle est pour vous. Il n'y a aucun souci. Allô, je suis là. Bonsoir Gisèle. Bonsoir. Oui, Caroline. Bon, surtout comme j'ai dit au standard, je m'appelle bien Gisèle, c'est clair, mais qu'on ne dise pas où je suis. Mais on ne dira rien de ce que vous ne voulez pas dire. Non, mais je suis médecin et donc je voudrais pas que mes patients me reconnaissent réellement. Il n'y a aucun souci. Voilà, écoutez, à la limite, avec tout ce que j'ai entendu, je suis un petit peu... comment vous dire, j'ai peut-être plus grand chose à vous dire. Si ce n'est que, oui, je suis née avec une sœur jumelle, pardonnez-moi, évidemment, avec une sœur jumelle, excusez-moi, je suis émue, en plus j'attends depuis longtemps, et en fait, voilà, ma sœur, comment vous dire, a toujours posé des problèmes dans la famille. Mais des problèmes épouvantables à l'adolescence, ensuite, toute la vie que j'ai menée, parce que malheureusement, elle s'est suicidée, pardonnez-moi, à l'âge de 30 ans. Et en fait, moi, j'étais complètement repliée dans mon coin. Je travaillais très bien à l'école, ma sœur très mal. On ne s'occupait que de ma frangine. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Qu'est-ce qu'on en fera plus tard? Et moi, écoutez, je continuais mon petit bonhomme de chemin. Je savais qu'on ne s'occupait pas de moi du tout. J'ai été très gravement malade des reins, une infection rénale très grave. Bon, mes parents disaient, de toute façon, Gisèle, elle ne pose jamais de problème, elle guérira. Bon, je vous avoue franchement que j'étais bien guérie par un pédiatre à l'époque. Je vous avoue que quand même, je suis née en 57 et que j'ai 53 ans bientôt. Oui. Bon, et le problème, c'est toujours ma sœur. Et qu'est-ce qu'on en fera? Alors, quand j'étais petite, d'ailleurs, heureusement... comment vous dire, ce qu'on appelle maintenant les professeurs d'école, donc les instituts à l'époque, disaient toujours, il faut séparer les deux sœurs. Parce que moi, je travaillais bien. Ma sœur était, entre guillemets, dévergondée et ne faisait que les 400 coups. Et moi, je la couvrais tout le temps. Mes parents me disaient, où est Colette? Voilà, le prénom de ma sœur, c'est la vérité, je ne peux pas vous mentir. Et moi, je disais toujours, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Mes parents disaient, où elle est? Où est ta sœur? Et moi, je trinquais tout le temps, parce qu'on me demandait où était ma sœur. Et moi, alors, toujours gentille, agréable et tout. Eh bien, je peux vous dire, sincèrement, qu'un jour, à 18 ans, je me suis rebellée. Je suis partie de la maison, j'ai été recueillie par mes grands-parents. Et on ne savait toujours pas ce qu'on ferait de Colette, qui finalement a quand même terminé infirmière, quand même, et libérale, installée à son compte, etc. Oui. Moi, je continuais mon petit bonhomme de chemin, je ne demandais rien à personne. Eh bien, en fait, mes parents ne s'occupaient pas de ce que je devenais. Écoutez, c'est pas pour m'en vanter, je suis devenue médecin. Et je peux vous dire que j'ai payé mes études, j'ai travaillé même, comment vous dire, dans des snacks et tout. Eh bien, finalement, toujours ma sœur qui est décédée, qui s'est suicidée à 30 ans avec du Valium intraveineux, ce sera toujours la reine. Oui, mais ça malheureusement, parfois lorsque les personnes, les personnes qui se suicident comme ça et jeunes gardent une position très très idéalisée au sein de la famille. N'essayez pas de me remonter le moral parce que vous savez, j'en ai fait. La reine, d'abord vous dites la reine, c'était pas la reine dans ce que j'entendais, c'est-à-dire qu'on se faisait du souci, vos parents se faisaient du souci pour elle. Certes. C'est différent, c'est pas la même chose, C'est-à-dire que vous avez, elle occupait beaucoup l'attention de vos parents. Vous dites, elle était dévergondée, elle faisait plein de bêtises. Là où vous étiez Caroline, plutôt une enfant modèle. Caroline, je vous comprends, puisqu'évidemment, je pense qu'elle essayait d'attirer l'attention, mon Dieu. Alors que moi, j'étais dans mes petits souliers, et puis je me disais, je vais la couvrir encore une fois de plus, quoi. Gisèle, est-ce que je peux vous poser une question? Oh oui, mon Dieu, bien sûr. Merci. Parce que dans ce que vous décrivez, je me dis, est-ce que finalement, vous vous êtes pas dit à un moment, parce que vous avez l'air de dire que finalement vous manquiez d'attention de vos parents, est-ce que c'est pas plutôt qu'ils faisaient simplement confiance parce qu'il n'y avait pas de souci avec vous? Vous n'êtes pas dit finalement c'est valorisant, ils ont confiance en moi et... Comment? Mais vous avez entièrement raison, mais c'est certes vrai. Ouais.
Bien sûr, effectivement. On a un peu l'impression que même si vous êtes jumelle, on a l'impression presque que vous étiez l'aîné, si vous voulez, l'exemple, le modèle, l'aîné, et puis presque une petite sœur à côté, alors que vous étiez jumelle, écoutez, vous voyez. Non, mais en fait, j'ai parlé au standard. Non, mais le pire, c'est que vous avez raison quand vous dites aînée. En plus, je suis née la deuxième, donc je suis l'aînée, entre guillemets. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai écouté toute l'émission. Oui. Non, mais vous savez, quand un enfant ne pose pas de problème, on a moins souvent envie de s'en occuper. Bah oui, c'est logique. Ouais. Comment avez-vous réagi? Enfin, c'est terrible de perdre son frère ou sa sœur, surtout dans des circonstances aussi tragiques qu'un suicide. Mais alors, quand il s'agit d'un jumeau? En fait, quand j'ai perdu ma sœur, j'avais... attendez, elle avait 30 ans, j'avais fini mes études de médecine. Vous aviez le même âge. Quand j'y suis, en plus qu'en tant qu'infirmière, elle s'était injectée du Valium intraveineux. Oui, vous nous l'avez dit, le dites pas trop d'ailleurs, oui, on n'a pas besoin. En plus, on l'a retrouvée 6 semaines après, oui. alors je vous passe. Oui, non, mais peu importe, mais malheureusement, on ne va pas rentrer dans des détails terribles. Comment je l'ai pris, que voulez-vous? Je vais vous dire franchement, je m'y attendais. Je m'attendais à ce que ce soit un jour un problème, un jour quelque chose de grave. Mais toute petite, je savais que j'étais obligatoirement... Non, mais je voulais dire... je voulais dire comment, finalement, quand on est dans une telle relation comme ça, justement, en plus, vous, dans la protection, de fusion, de protection, de ce vide laissé. C'était le sens de ma question, mais... Attendez, le vide, j'ai pas compris, excusez-moi. Le vide laissé par l'absence. Ah, quand elle est partie... Ah, définitivement, je veux dire, je me suis posé des questions et j'avais comme elle, 30 ans évidemment. Je me suis dit, mais je vais pas pouvoir vivre, moi. Oui. Comment vivre? Je ne pensais pas pouvoir... premièrement, elle était comme moi, célibataire, sans enfant. Comme moi toujours d'ailleurs. Et non, mais je me suis dit, mais je vais pas survivre. Oui. J'ai essayé de prendre ma respiration tous les matins. D'accord. Ouais. Et ça fait 23 ans, Caroline. Et tous les jours, je me dis, mon Dieu, moi je vieillis, je me regarde dans la glace. Comment serait Colette? Comment elle serait ma sœur? Oui, donc on voit oublie, finalement... Non, mais écoutez, avec la vie, son métier... Oui, c'est ça, vous êtes... oui, et finalement, vous avez... disons que j'ai un métier prenant. Votre vie. Donc, avec ce métier, si vous voulez, je suis plutôt à l'écoute des autres, bien sûr. Mais j'ai des coups de cafard énormes. Hein. Je ne sais pas, mais souvent j'y pense, mais bon, c'était quand même ma jumelle. Hein. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné, pardon donc pour ce temps d'attente assez long. Non mais je sais de toute façon, non mais il n'y a pas de problème. Au standard. Il y a JC qui m'envoie un courriel qui disait les enfants habillés tous pareil. Il y a quelqu'un qui envoyait un SMS qui dit mais c'était pour des raisons d'économie, on repassait aux plus jeunes les vêtements des plus grands au fur et à mesure, pas très drôle comme souvenir d'ailleurs. Oui, moi, bêtement, je voyais 5 enfants alignés et habillés tous pareils. Mais non, c'était au fil des années, c'était là, tel que dit JC, ça s'explique, c'est plus logique. Moi, j'avais une image de 5 enfants, vous voyez, mais qui étaient habillés vraiment pareil. Non, c'est vrai que je les voyais à l'identique, mais une photo instantanée. Mais oui, tel qu'il le décrit, c'était pas marrant pour les petits derniers d'ailleurs, parce qu'ils avaient toujours de vieux vêtements, quoi. Ils avaient les vêtements des aînés. C'est qu'on peut pas faire ça. C'est l'avantage au moins. Qui c'est qui dit ça? C'est Nolwenn. C'est Nolwenn, oui, c'est vrai, il y a au moins un point positif. Moi, j'avais pas de grande sœur, on est que 2, donc forcément les vêtements étaient toujours neufs. Ouais, c'est au moins un point positif. Il y a un point négatif, on en parlait, c'est le côté aussi économique. Enfin, moi, j'ai connu ce côté économique. On était 2. C'est vrai, on n'en a pas parlé. On arrivait donc 2 en même temps, ça coûtait 2 fois plus cher pour les parents. C'est sûr. Et on avait l'impression de compter parfois pour une moitié. Moi, j'irais jusque-là. Il fallait partager. Et oui. Et c'est vrai que on l'a pas évoqué ce point. Et pourtant, quand vous dites Romuald, vous étiez 3, vous aviez déjà un frère auparavant. Donc j'imagine dans une famille, et encore aujourd'hui, quand il arrive 3 bébés d'un coup, là c'est quand même toute l'organisation familiale et en termes de budget et en termes qui se trouve complètement chamboulée et perturbée, parce que c'est vraiment un budget. Par facilité, simplement. Évidemment. Ils avaient des lots, ils achetaient par lot, simplement. C'était juste ça. Oui. Ils en avaient en plus à l'époque.
C'est que mes parents nous ont toujours différenciés. Même étant bébé, on n'a jamais eu les mêmes vêtements. Oui. Et ça, c'est vraiment énorme parce que Ça, j'ai c'est des important. amis qui sont jumelles, que les parents ont toujours habillé pareil, pour qui les parents ont toujours forcé la ressemblance. Et là, arrivé autour de 20 ans, enfin même au bac, elles ont voulu se différencier à cet âge-là. Et je crois qu'elles ont dû lutter contre leurs parents. Alors que de mon côté, ça va toujours été le contraire. C'est ce qu'on pourrait dire pour conclure. Hein, de toute façon, ce qui est important, enfin, de songer à chaque fois à bien différencier les enfants dans une fratrie. De toute façon, et dans la gémellité vraiment repérée, parce que même dans la gémellité, les enfants sont différents, et de ces différences ne pas faire des comparaisons en négatif, toujours valoriser les capacités de chacun dans des enfants. En tout cas, merci beaucoup Romuald d'avoir initié ce débat, parce que je crois que je me demande si c'est pas la première fois qu'on en parle de gémellité à l'antenne, grâce à vous. J'écoute beaucoup d'émissions, j'ai pas entendu souvent, mais je ne trouve pas merci, je suis ravie de vous avoir vous eu tous là, Nolwenn, Christine, Gisèle et Anne. Si jamais vous voulez poursuivre peut-être hors antenne, vous pouvez, si vous le souhaitez, certains d'entre vous, échanger vos coordonnées. Hein, pourquoi pas. Je suis preneur, pourquoi pas. Et merci beaucoup d'avoir témoigné. C'est nous qui vous remercions de nous avoir reçus. Au revoir. Et donc ceux qui souhaitent peut-être échanger, ne raccrochez pas, et Quentin va vous mettre en relation. D'accord. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Jeff Buckley, alléluia. Alors il y a Isa qui m'envoie un petit texto pour me dire, mais vous savez Caroline, dans le Nord, le rose s'offre aux garçons. Alors ça, je savais pas du tout que. Alors de quelle façon il s'offre aux petits garçons, parce que moi aussi je connais des grands garçons qui mettent des chemises roses, hein, et je trouve ça charmant, Isa. Mais alors offrir, je parlais à des petits bébés un body rose, un petit baby rose, vous voyez, j'oserais pas le faire moi. Enfin, je me dis, j'aurais peur que les parents me disent mais elle va pas bien. Donc je savais pas que ça se faisait. Alors pourquoi il doit y avoir une coutume, hein, une tradition derrière tout ça? Il faudrait que vous nous expliquiez qu'est-ce qui se cache derrière ça. Ava, elle me dit, je connais un couple qui a déposé sa demande de retraite, un post-it bleu sur le dossier du mari, un rose sur celui de la femme. Croyez-moi, l'employé était ému. Et Louison, elle dit, il faut arrêter avec ces couleurs de rose pour les filles et bleu pour les garçons. Ah, mais vous savez, c'est très tenace. Ça change, je vous dis, on voit des couleurs maintenant plus unisexes d'ailleurs pour les petits bébés. Bonsoir Yann. Yann, merci. Vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci. Je sais pas, il y a longtemps que vous patientez ? Depuis le début, mais c'est intéressant. Je suis désolée. Non, vous inquiétez pas. C'est nerveux, hein, je préfère en rire, mais bon, je savais pas depuis combien de temps vous avez rappelé. Écoutez, alors vraiment, désolée. Non, il n'y a pas de panique. J'ai besoin de votre avis. C'est du direct et je peux pas savoir. Merci beaucoup de votre patience alors. Ne vous inquiétez pas, l'essentiel est de vous avoir. Alors, je vous explique brièvement l'histoire. J'aurais préféré d'abord que ce soit une amie qui vous appelle, puisqu'elle est un peu plus directement impactée par cette histoire, mais l'appréhension de la radio, peut-être le fait de ne pas arriver à expliquer convenablement son histoire, a fait qu'elle a décliné un peu l'offre que je lui avais faite d'essayer de vous joindre. Donc, je vais essayer de vous résumer une histoire qui, moi aussi, m'intéresse en tant qu'amie. On a un ami en commun avec qui elle sort, qu'elle a rencontré il y a maintenant 2 ans, qui est quelqu'un, lorsqu'on le connaît, de bien sympathique, de quelqu'un de touchant, de généreux, mais qui malheureusement au premier abord est pas souvent facilement abordable. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un de bien. Le souci, c'est qu'il a un comportement, alors dû à beaucoup de choses, mais qui est très difficile à cerner, très difficile à comprendre, très difficile à accepter et très difficile à vivre. À la fois en tant qu'amie, mais surtout pour elle, qui partage... je ne sais même pas aujourd'hui si c'est officieux, officiel, si ça va rester ou pas, mais il a un comportement très spécial. Donc pour dresser brièvement le portrait, parce que c'est vrai qu'il y a des casseroles, comme on dit, hein, pour lui malheureusement. Oui. Il est issu d'une famille où il a une éducation assez stricte. Il a un petit frère qui est mort quelques mois après la naissance, un autre aujourd'hui qui a presque son âge et qui est très lourdement handicapé, alors je ne sais plus si c'est à la suite d'un accident ou d'une maladie,
une sœur avec laquelle il n'a pas plus de contact que ça. On ne peut pas dire qu'il y a un contact familial et une ambiance parfaite aujourd'hui. Et puis surtout, il a eu un mariage aussi où ça a capoté 3 mois après s'être marié et sa femme lui a expliqué et avoué qu'elle avait déjà une relation avant même de se marier avec lui. Donc ça l'a effectivement, je pense, beaucoup secoué parce que c'est quelqu'un de très introverti, de très discret quand même. Et là aujourd'hui, toutes ces histoires font que ça a beaucoup bouleversé son caractère et son comportement et qu'on le voit s'enfoncer petit à petit et qu'on sait absolument pas comment faire pour l'aider et que c'est très compliqué parce que le rôle des amis c'est d'être là dans les bons moments, mais c'est aussi de soutenir les gens quand ils vont pas bien. Alors moi aujourd'hui je fais un peu, comme on dit vulgairement, vous m'en voudrez pas, mais le psychologue de comptoir avec ma copine Manu, mais j'arrive à un stade où j'ai l'impression d'avoir épuisé toutes mes cartouches, quoi. Moi je sais plus quoi dire, je sais plus comment juger et estimer cette situation, qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce que nous on doit faire par rapport au comportement qu'il a et qui est quand même assez grave, quoi, et compliqué. Oui, mais quand vous dites que vous jouez c'est-à-dire qu'il se confie à vous? Alors lui, pas trop. Il aime bien plutôt que je le bouscule, parce que moi j'y vais pas de main morte avec ce qu'il lui dit à Manu et le comportement qu'il a avec elle. Il s'étonne parfois des réactions qu'elle peut avoir, il fait un peu celui qui se rend pas très compte qu'il est pas toujours très agréable avec elle, il peut lui faire des commentaires. Je vous donne un dernier exemple en date. Là elle est rentrée chez elle, chez ses parents, ils habitent pas la même région, on est tous un peu éparpillés. Elle décide, pour essayer de lui mettre un coup de semonce, de lui dire que c'est terminé. Il rappelle comme si de rien n'était. Bon, elle, évidemment, décroche parce que, quelque part, elle se dit, pourvu qu'il ait quelque chose à me dire, qu'il ait réfléchi, toujours une porte ouverte. Et là, par exemple, pas de nouvelles, pas de son, pas d'image pendant une semaine. Il l'appelle vendredi soir, comme si de rien n'était, pour lui proposer d'aller à un baptême avec lui, au mariage d'un couple d'amis, etc. Elle lui dit, mais attends, dans les circonstances actuelles et les rapports qu'il y a entre nous, ça me paraît quand même assez difficile. Il termine par lui dire, de toute façon, après tout, je m'en fous de toi, et puis il raccroche. Il s'écoule 24 heures, il rappelle dimanche soir, la gueule enfarinée, tout va bien dans le meilleur des mondes, et c'est reparti comme en 14, mais je comprends pas que tu fasses la tête, pourtant il n'y a pas lieu. C'est quelqu'un qui sait, à mon avis, qui peut faire mal aux gens, mais qui a énormément de mal à le reconnaître, beaucoup de mal à montrer ses sentiments, et qui se retrouve par conséquent extrêmement maladroit. Et quand on est en face de cette situation, c'est très difficile de savoir quelle attitude adopter. Parce que moi, il y a des fois, très clairement, verbalement, je lui rentrerai bien dans la tête, parce qu'il y a des choses quand même qui ne se font pas, qui ne se disent pas. On peut avoir des problèmes, mais ça n'excuse pas certains comportements. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas parce qu'on est malheureux qu'on a le droit d'être agressif, méchant avec les autres. Voilà, donc exactement. Alors le problème, c'est qu'il a cette espèce de dépression, qui est oui, parce que vous dites il s'enfonce, c'est-à-dire. C'est-à-dire que. Vous pensez qu'il est en dépression? Ah oui. Parce que qu'est-ce que c'est ces comportements au fond? Par exemple, je vais vous donner l'exemple dernier en date. Ils sont venus passer une semaine à la maison. Les 3 premiers jours pour le jour de l'an, nickel. Mais alors, on le voyait revivre. Ça fait plaisir d'ailleurs à tout le monde de le voir comme ça. À l'idée de repartir, de reprendre le boulot, il a commencé à psychoter là-dessus 4-5 jours avant de partir. Et pour vous donner l'exemple, il se couchait à 4 heures du matin, se levait à 14 heures, mangeait avec nous en un quart d'heure, retournait se coucher, se relevait à 18 heures, retournait se coucher à 19 heures et on le revoyait le lendemain à 14 heures. En clair, en une semaine, il a passé plus de temps en position horizontale que debout avec nous. Oui. Et lorsqu'il est chez lui tout seul, de par son métier, où il peut avoir quelques jours de repos cumulés, les jours de repos, alcool. Mais quand je vous dis alcool, c'est une bouteille de whisky dans la soirée, facile, voire peut-être même parfois 2. Comment vous le savez ça, puisqu'il s'alcoolise seul? Parce qu'il téléphone dans ces cas-là de temps en temps, ou à Manu, ou à moi. Et il est très alcoolisé? Ah bah oui, parce qu'il est en mode repeat, dans ce moment-là, c'est pas la peine d'essayer d'avoir une conversation. Bon, moi j'écoute, mais il est toujours en train de répéter la même chose, c'est très... et ça tourne toujours autour des mêmes sujets, c'est-à-dire qu'il a toujours... beaucoup autour de son enfance, le fait qu'il se sent pas très bien compris. Là aujourd'hui, il me dit qu'il a beaucoup de mal à avancer avec elle parce qu'il ne fait que référence à ses histoires du passé. Mais le passé, c'est le passé. Il y a un moment où il faut se tourner vers l'avenir, essayer d'occulter justement ces histoires anciennes, s'en servir peut-être comme expérience. Moi, c'est ce que je lui dis, ça renforce quelqu'un. Et puis après, il faut avancer en faisant attention de ne pas se tromper. Alors visiblement, il ne peut pas le faire, mais là où vous avez raison, c'est est-ce que vous pouvez lui dire, vous, en tant qu'ami, par rapport à cette jeune femme qui est aussi, qui elle et sa compagne, c'est qu'en continuant comme ça, il va finir par la perdre. C'est-à-dire qu'en ressassant, lui, ce passé qui ne passe pas,
parce que c'est ça, hein, il est dans ce passé qui ne passe pas. Il va finir par perdre cette relation à laquelle il tient. Ah oui, mais il en est pas loin. Mais elle, le problème, c'est que elle est très amoureuse aujourd'hui. Oui, mais oui, mais elle a très envie de l'aider, mais elle ne pourra pas l'aider elle ne pourra pas prendre en charge sa dépression. Ah bah non, ça c'est une certitude. Parce que semble-t-il, ça y ressemble. C'est-à-dire quand vous décrivez le week-end que vous avez passé ensemble, où il n'arrive pas à dormir, il a des insomnies, donc forcément il rattrape toute la matinée. Mais même après l'après-midi, il repart dormir, hein, alors que vous êtes présent. Bon, son alcoolisation, ça peut être une conséquence de cet état dépressif, ce qui est une façon de s'anesthésier finalement, mais qui ne va faire que l'accentuer. Cet état dépressif, et puis peut-être que pour le moment c'est circonscrit au week-end, mais la dépendance à l'alcool peut malheureusement, selon les individus, s'installer assez vite. Donc je crois que à un moment, il faut, vous en tant qu'ami, vous pouvez lui dire que s'il continue comme ça, il va droit dans le mur avec cette jeune femme, parce que même, vous pouvez lui dire, elle est très amoureuse de lui, certes, mais elle peut pas le porter dans ce mal-être, dans cette souffrance, et ce passé qui ne passe pas, il faut vraiment qu'il aille en parler à quelqu'un d'extérieur. Il faut qu'il se fasse aider, parce que si vous voulez souvent parler comme il le fait en disant voilà de ce qui est lourd, hein, de ce qui est difficile pour lui, mais comme il le fait quand il est mal, quand il s'alcoolise, c'est une façon aussi de ne pas avancer, parce que il en parle dans ces moments-là et puis après il repart, comme vous dites, comme en 40, comme si de rien n'était. Ah, parce qu'il oublie très certainement la conversation de la veille et les quelques minutes où il se confie, entre guillemets, et souvent autour des mêmes choses, hein, qui se répètent à chaque fois. Je suis sûr que le lendemain matin, si je lui en parle, il s'en souvient pas, hein, ça c'est clair. Pour lui, il se souviendra pas de ce qu'il m'aura dit au téléphone la veille, hein, ça c'est une évidence. Hein. Mais ce qui est très embêtant, c'est que par moments, il y a des sursauts, alors je sais pas si on peut dire de réalité, de confiance, on sent que ça repart. Vous voyez, par exemple, là, les beaux jours, c'est toujours synonyme où on sent que ça revient un petit peu, on le sent un peu plus jovial. Et puis vous savez pas pourquoi, un jour ça replonge. Oui, mais ça va être du provisoire, parce que les beaux jours, ça met du baume au cœur. C'est vrai que c'est plus agréable, mais dans le fond, si il y a quand même ce problème où il a tendance à dormir beaucoup, à s'alcooliser quand il est seul le week-end, il y a quand même un mal-être de fond. Et ça, il faut qu'il aille en parler. Il faut qu'il fasse le pas d'aller en parler. Alors si c'est compliqué, par la peau des fesses. Écoutez, peut-être déjà si la démarche pour lui d'aller voir un psy est compliquée, au moins qu'il fasse la démarche vers un médecin traitant. Alors c'est ce qu'il avait fait à une période où dans la brigade dans laquelle il travaillait, ça se passait pas très bien. D'ailleurs, il attendait avec impatience cette mutation pour. Il travaille dans une brigade ? Il est en gendarmerie. Oui, alors en plus de par son métier, ça c'est sûr qu'avec les ça histoires risque d'être compliqué. Quand vous rentrez le soir avec tous les problèmes, hein, c'est sûr que les gendarmes ne se contentent pas de mettre des PV sur les autoroutes, hein, ils ont des cas beaucoup plus difficiles, donc il faut les gérer tout seul. Hein. Et même s'il adore son métier, et qu'il le fait d'ailleurs très bien, d'ailleurs il arrive à être totalement sérieux dans son métier. Hein. Quand il travaille, il n'y a pas une goutte d'alcool pendant une semaine s'il est de permanence ou autre. Hein. Insoupçonnable en clair. Hein. Insoupçonnable. Hein. Et donc, mais enfin, s'il a quand même cet état, si vous voulez, dépressif qui s'installe, c'est préoccupant. Hein. Ah bah oui, ça c'est une évidence. Mais moi je me souviens d'un médecin militaire qui l'avait consulté et qui, pour éviter peut-être, ne sachant pas trop depuis combien de temps ça durait, pensant peut-être que c'était passager, l'orientait vers un médecin civil. Comme ça, il n'y a pas de traces dans les dossiers c'est militaires. Mieux, oui, il vaut mieux qu'il voit quelqu'un. Oui, que ça ne figure pas. Il lui a donné quelques comprimés pour l'aider à le détendre et faire baisser la tension qu'il avait sur le moment. Oui. Ça l'a effectivement un peu calmé pendant 15 jours et puis après malheureusement... non mais il faut qu'il parle, c'est-à-dire que moi je dis un médecin traitant parce que le médecin traitant c'est peut-être plus facile d'accès pour lui, où il lui explique un peu ce qui ne va pas, qui pourrait peut-être dans un premier temps lui prescrire un traitement, mais qui j'espère, il y en a qui le font, il y en a qui malheureusement après ils renouvellent des ordonnances d'antidépresseurs et ils ne conseillent pas d'aller faire une psychothérapie, mais il y en a beaucoup qui le font, qui orienteraient
vers un psychiatre qui pourrait renouveler, s'il y a lieu de le faire, un traitement, s'il y a lieu, et qui pourrait surtout lui faire une psychothérapie où il pourrait parler de son histoire personnelle. Et là, je crois que vous, en tant qu'ami, dire bon, écoute, il faut vraiment à un moment que tu ailles parler parce que tu ne vas pas bien et et tu peux pas rester avec cette souffrance en toi parce que tu es en train de ficher en l'air une relation importante pour toi et puis t'es malheureux tout simplement. Donc quand on est malheureux, il faut aller en parler. Il faut aller en parler. On est un groupe d'amis très solide et j'espère que si on est tous à l'unisson là-dessus, peut-être qu'il finira par le faire. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Et parlez-lui peut-être du médecin généraliste dans un premier temps. Ça peut être peut-être moins lourd que le psy. Ça peut dédramatiser le premier. Dédramatiser un petit peu. Merci en tout cas de votre appel, Yann. Merci à vous. Au revoir.